Mesdames, Messieurs, chers amis, les francs-maçons du Grand Orient de France Aubois sont heureux de vous accueillir pour cette conférence intitulée « La laïcité, un outil d'émancipation ». J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier, M. Foussier. Philippe, diplômé de l'École supérieure du journalisme de Paris, tu es journaliste indépendant de 1995 à 2017. Tu as été rédacteur en chef de Communes de France, périodique destiné aux élus locaux, aujourd'hui disparus. Je parle des journaux, du journal, pas des élus locaux. Titulaire d'un 3e cycle en études stratégiques et politiques de défense, tu as été auditeur du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Tes appartenances associatives sont nombreuses. Je retiendrai la LICRA, l'UFA, l'Unité laïque, et tu publies régulièrement des articles dans de multiples revues, en particulier Marianne. Tu es l'auteur d'un ouvrage intitulé Combat maçonnique, qui sera en vente à l'issue de la conférence. Enfin, lors de ton élection comme grand maître du Grand Orient de France en 2017, tu as déclaré « Nous sommes dans un monde bousculé par les extrémismes politiques et des fanatismes religieux, et notre rôle, c'est de porter une autre parole de fraternité et de rassemblement. » Une parole que nous allons écouter religieusement. Merci Philippe d'être ici ce soir. Merci Denis, merci Madame, merci à la municipalité de nous accueillir déjà, et de nous accueillir dans cette très belle salle dont vous avez rappelé une partie de l'histoire. Nous y sommes très sensibles. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, je vais donc essayer de vous entretenir un peu de ce concept de laïcité qui fait l'objet de beaucoup d'interprétations erronées, qui est entourée d'une certaine confusion, et donc je vais essayer peut-être de dissiper ces confusions, et puis nous aurons le temps de débattre. Je pense que c'est peut-être le plus important, l'échange que nous aurons après. Mais déjà, pour vous donner quelques indications sur ce principe de laïcité, vous dire que ce qu'il n'est pas. La laïcité n'a rien contre la foi religieuse. La laïcité ne se confond pas avec l'athéisme, déjà, parce que ce sont parfois des accusations, des allégations qui sont adressées à la laïcité. Déjà, pour vous dire ce que la laïcité n'est pas. C'est aussi, bien sûr, parce que le cadre républicain a été rappelé, et puis ici beaucoup de symboles viennent nous indiquer dans quel registre historique nous nous situons. La laïcité est donc un principe juridique d'organisation de la société, de la République depuis 1905, depuis cette fameuse loi. Mais ce n'est pas seulement ça, la laïcité, c'est aussi un idéal, c'est aussi un outil d'émancipation, c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans mon propos. On ne comprend pas la laïcité française, je vais revenir sur cette dimension-là. Aussi, la laïcité n'est pas un concept franco-français. La laïcité ne s'applique pas qu'à la France, contrairement à ce qu'on entend parfois. Donc là aussi, je vais essayer de lever les confusions. D'autres pays appliquent, ont dans leur constitution la laïcité, des pays qui sont parfois très éloignés de nos sphères culturelles, nos sphères politiques, géographiques bien sûr. Et là aussi, je vais essayer de dissiper ces confusions. Donc, c'est une notion qui, en France, s'est construite dans l'histoire, sur plusieurs siècles. Et on ne comprend pas vraiment bien la laïcité si on ne remonte pas. Alors, les puristes ou les historiens les plus chevronnés vous diraient qu'il faudrait remonter au moins à Philippe le Bel. Mais on va se contenter d'aller simplement au XVIe siècle. Parce que le XVIe siècle, c'est le siècle des guerres de religion. Et c'est le moment où la réforme tente de s'imposer en Europe, mais en France
notamment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et cette réforme incarnée par les protestants vient se heurter à la domination du culte dominant, le catholicisme. Et c'est à partir de ce moment-là, même si encore une fois on pourrait remonter bien plus loin, c'est à partir de ce moment-là que va se créer une interrogation, va se poser la question du traitement des hommes et des femmes dont la foi religieuse, en l'occurrence il s'agissait des protestants, ne concorde pas avec le culte dominant, avec le culte officiel. À l'époque, c'était le royaume de France. Et ça va évidemment créer beaucoup de confrontations, d'abord parce que le XVIe siècle va être émaillé de guerres extrêmement meurtrières, avec comme paroxysme la Saint-Barthélemy. Et à l'issue de cette boucherie, il y aura, comme vous le savez sans doute, l'édit de Nantes qui sera promulgué et qui accordera aux protestants une certaine, qui leur fournira une certaine tolérance qui durera pendant un siècle, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau à la fin du XVIIe siècle. Et ça a son importance parce que, en effet, pendant tout ce siècle, les protestants vont être tolérés. On pourra revenir sur cette notion de tolérance si vous le voulez, parce que c'est une notion qui est souvent convoquée de nos jours. Et donc, à partir de la révocation de l'édit de Nantes, donc l'Église catholique retrouve sa force, sa puissance. Elle redevient l'Église unique, officielle, qui ne supporte pas qu'on vienne la contester. Mais c'est aussi cette fin du XVIIe siècle et ce début du XVIIIe siècle, ce siècle des Lumières, le moment où un certain nombre de penseurs, de philosophes, d'intellectuels, comme on ne disait pas encore à l'époque, vont imaginer d'autres moyens de réguler la société, de faire cohabiter la société avec l'État, avec à l'époque évidemment la monarchie absolue de droit divin, et vont aussi penser la place que doit occuper la religion et dans la société et par rapport à l'État, et les rapports entre le culte et le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel incarné par l'État. Tout ça, ça va demander des ajustements, ça va provoquer un certain nombre de conflits entre le pouvoir politique et religieux, entre la société également et le culte dominant, parce que, évidemment, c'est aussi des périodes pendant lesquelles le caractère implacable des doctrines issues du catholicisme, du Vatican, vont s'appliquer à ceux qui ne respectent pas la foi. Ils seront poursuivis, pourchassés, pour certains éliminés. On se souvient de certains épisodes célèbres parce que Voltaire les a mis au cœur de son combat, l'affaire Calas, l'affaire Sirvin, et puis le chevalier de la Barre. Par la suite, vous savez que le chevalier de la Barre, parfois, on pourrait s'imaginer que ça nous renvoie au Moyen-Âge. C'était simplement 20 ans avant la Révolution française, c'est en 1766 que le chevalier de la Barre est supplicié, vous savez, pour ne pas avoir, simplement pour ne pas s'être découvert, ne pas avoir enlevé son chapeau devant une procession religieuse. Et on lui fait un procès, et puis il est supplicié, comme vous le savez. Tout ça, donc, ça se passe pendant ce XVIIIe siècle, et donc il y a une construction qui s'opère pour voir comment, en effet, on peut faire reculer le dogme religieux et laisser une place à ceux des sujets du royaume qui ne croient pas, qui ne se réfèrent pas au culte dominant, pour voir comment on peut leur permettre néanmoins d'exister, d'avoir une certaine liberté dans la société. Ça sera évidemment extrêmement difficile pendant tout ce XVIIIe siècle, jusqu'au moment où la Révolution française va faire tomber toutes ces catégories, tous ces moyens de fonctionner qui existaient auparavant,
Et il va y avoir, d'abord évidemment à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 10, mais déjà dans son article 1er, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, la reconnaissance qu'en effet il y a une égalité des droits, quels que soient les citoyens, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur référence spirituelle, et évidemment ça va créer quelque chose de tout à fait nouveau. Je vous passe les épisodes divers de la Révolution française pendant laquelle effectivement la question de la religion se pose, la constitution civile du clergé en 1790, avec les prêtres réfractaires, la manière dont il s'opère une déchristianisation, parce que l'Église catholique se braque, et je ne juge pas ici sur le fond, mais on aboutit, tout ça pour vous dire qu'on aboutit, et c'est la raison pour laquelle la laïcité ne commence pas en 1905, on aboutit à une première séparation de l'Église et de l'État en 1795, c'est sous la Convention thermidorienne au début 1795, une séparation donc de l'Église et de l'État, et c'est très important, c'est un sujet qui reviendra dans l'histoire au XIXe siècle et aussi évidemment dans la loi de 1905, la suppression du budget des cultes. Et parfois on oublie cette dimension-là, et c'est pourtant très important. Cette séparation de l'Église et de l'État, pour ce qui concerne 1795, elle sera balayée par Napoléon, qui impose le Concordat en 1802, lequel Concordat va donc durer jusqu'en 1905. Il est conservé, vous le savez probablement, un peu à l'est de là où nous sommes, en Alsace et en Moselle, pour les raisons historiques que vous connaissez évidemment sans doute. Voilà pour vous dire que cette histoire-là a façonné la laïcité française et qu'il faut comprendre qu'il y a toujours eu, et si aujourd'hui parfois on s'en étonne en disant, parce que la question de l'islam notamment vient percuter un certain nombre de notions qui nous semblaient établies, il faut se rendre compte qu'en France, c'est moins vrai dans d'autres pays, ça peut être vrai dans certains, en France, il y a toujours eu une très haute dose de conflictualité autour des questions religieuses. Ça dure depuis des siècles, c'est comme ça. Ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, c'est peut-être regrettable, mais c'est comme ça. Et ça a toujours existé. Et lorsque la loi de 1905 est adoptée, parfois on dit que c'est une loi alors c'est une loi de concorde qui aboutit à finalement pacifier les relations entre les cultes et l'État, mais on dit parfois que c'est une loi dans laquelle il y a eu une entente entre l'État et le culte dominant. Alors, il y a un certain nombre de cultes minoritaires qui ont été très favorables à l'adoption de cette loi, et notamment beaucoup de protestants ont été à la manœuvre pour l'aider, et puis d'autres cultes minoritaires. Mais à l'époque, cette loi, elle a été arrachée véritablement à l'Église catholique qui n'en voulait pas. Et lorsque cette loi se prépare, en 1904, il faut savoir qu'il y a la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. C'est vous dire à quel point de tension on est arrivé. Lorsque la loi est promulguée en 1905, le pape de l'époque proclame dans les semaines qui suivent, c'est en février 1906, une encyclique pontificale qui excommunie les parlementaires catholiques qui ont voté en faveur de la loi. Et à l'époque, ça avait déjà été le cas lorsqu'il y avait eu l'adoption des lois Ferry en 1881-82, mais c'est les D2N connaissent ça évidemment par cœur. Lorsqu'il y a eu l'adoption des lois Ferry, et ça se reproduit en 1905, la République, les autorités publiques ferment des centaines, voire des milliers de congrégations qui s'opposent aux nouvelles lois. C'était vrai pour les lois Ferry sur l'école gratuite, laïque et obligatoire. C'est à nouveau le cas en 1905 parce qu'il y a un cadre qui oblige les cultes à s'insérer dans le nouveau dispositif juridique. Il y a des congrégations qui s'y opposent et donc la puissance publique ferme ces congrégations.
Et à cette époque, à la suite de 1905, il y a plusieurs milliers, un peu moins que dans les années 1880, mais plusieurs milliers de congréganistes qui fuient la France, qui s'exilent aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Portugal. Il y a en effet donc une tension extrêmement forte entre le culte dominant de l'époque et la République. Le culte dominant de l'époque ne voulait pas de cette séparation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il ne voulait pas aussi de la suppression du budget des cultes, parce qu'il faut savoir que le Concordat comportait cette disposition que nous connaissons encore aujourd'hui en Alsace et en Moselle, c'est-à-dire que les ministres du culte, les curés, les pasteurs, les rabbins sont assimilés à des fonctionnaires. Ils sont payés par les impôts de tous, y compris les non-croyants, y compris ceux qui appartiennent éventuellement à d'autres cultes. Tout le monde paye les ministres du culte en Alsace et en Moselle, et c'était évidemment le cas auparavant. Donc voilà pour vous donner quelques éléments historiques, parce que je crois qu'on ne comprend pas véritablement la laïcité si on n'a pas ces quelques repères, et on pourrait évidemment affiner les choses, mais que je vous ai dessiné à grands traits, mais j'insiste beaucoup sur cette dimension qui a toujours été caractérisée par la conflictualité en France entre la question religieuse et sa place dans la société et son rapport avec l'État. L'autre dimension sur laquelle je voulais insister, c'est que, en effet, si la laïcité aujourd'hui est un principe juridique d'organisation de la société, et notamment la loi de 1905 en est probablement le cadre, il a été complété en 1946 par l'insertion dans la Constitution du caractère laïque de la République. Ça n'existait pas auparavant. C'est une dimension qui a été introduite à la Libération. C'est aussi donc un principe politique qui est né de la résistance à l'oppression, qui est le produit finalement de la tradition des opprimés, parce que cette laïcité, elle n'a pu se construire, et l'histoire du XIXe siècle en témoigne. Je vous ai parlé un peu du XVIIe, un peu du XVIe, un peu du XVIIIe, mais on pourrait parler du XIXe aussi. C'est en effet une tradition des opprimés, de ceux qui sont pourchassés, qui sont menacés par le culte dominant et qui en payent parfois chèrement le prix. Liberté d'expression, et notamment, il y a cette notion de blasphème sur laquelle on va revenir si vous le voulez bien, mais ça sera d'ailleurs la conclusion de mon propos, cette notion de blasphème qui nous a accompagnés pendant des siècles et qui revient dans notre pays, d'ailleurs comme dans d'autres, à grands pas depuis un certain temps. Donc une tradition des opprimés. Pour vous résumer, si on devait dire en quoi la laïcité peut se ramasser comme théorie, c'est d'abord la liberté absolue de conscience. Ça, c'est le premier élément. Parfois, on vous dit la laïcité, c'est la liberté de religion. Non. Alors, c'est pas faux, mais la question religieuse, c'est un élément parmi d'autres. La laïcité, c'est la liberté absolue de conscience, et dans la conscience de chacun, il n'y a pas que des éléments qui renvoient à la foi religieuse. D'abord parce qu'il y a parmi nous, comme dans toute la société, des gens qui sont agnostiques, des gens qui sont non-croyants, et donc par conséquent pour qui la foi religieuse est un élément qui est étranger. Et donc la liberté absolue de conscience, ça concerne tout un tas de disciplines dans lesquelles on peut inscrire sa volonté de s'élever, de s'ouvrir à des horizons philosophiques, spirituels, qui ne sont pas nécessairement que religieux. Et donc la question de la religion est un élément parmi d'autres. Mais la liberté absolue de conscience, on dit parfois c'est la liberté de croire ou de ne pas croire aussi, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se réfère à la religion, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de manières d'élever sa conscience au-delà, à côté, voire contre la question de la foi religieuse ou de la croyance en une vérité révélée. Le deuxième élément important pour définir la laïcité, c'est l'égalité des droits. L'égalité des droits entre croyants et non-croyants.
Et pour nous, ça paraît quelque chose de très évident, d'ailleurs comme la liberté absolue de conscience. Mais je reviens à la liberté absolue de conscience. Dans certains pays, si vous êtes non-croyant, si vous appartenez à un culte non reconnu, voire mal vu, vous pouvez risquer la prison, voire la mort. Si vous voulez changer de religion, vous pouvez risquer en effet la prison, voire la mort. Il y a un certain nombre de pays qui condamnent l'athéisme de façon extrêmement forte. L'égalité des droits, donc, entre croyants et non-croyants, encore une fois, pour nous, c'est quelque chose d'évident, même si ça n'existe pas en Alsace, en Moselle, en Guyane et dans un certain nombre d'autres territoires ultramarins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de privilège qui est accordé aux croyants par rapport aux non-croyants. Il n'y a pas non plus de privilège accordé aux non-croyants, bien sûr. Mais chaque citoyen est traité avec une égalité de droits, et donc, notamment sur le plan fiscal. Pour nous, c'est évident, mais il y a un certain nombre de pays qui nous entourent, dans lesquels il y a par exemple des concordats, donc des contrats entre la puissance publique et le Vatican, dans lesquels il y a un privilège qui est accordé, un privilège fiscal qui est accordé au culte dominant. Il peut y avoir un certain nombre d'autres privilèges juridiques. Sachez par exemple qu'en Angleterre, dans la Chambre des Lords, il y a, je crois, 20 ou 25 sièges qui sont réservés aux représentants de l'Église anglicane, aux évêques, aux archevêques, que sais-je encore. Donc, si vous voulez, voilà une démonstration juridique du privilège qui peut être accordé à des cultes. C'est comme si nous, dans notre Sénat, il y avait 20 sièges sur les 300 et 321, je crois, que comporte le Sénat. Il y avait une vingtaine ou une quarantaine de sièges qui étaient réservés à des évêques ou à des pasteurs, peu importe. Donc ça, l'idée d'égalité des droits entre les citoyens, c'est quelque chose de très important qui n'existe pas forcément dans tous les pays, y compris ceux qui nous entourent ailleurs. Séparation donc, du temporel et du spirituel. La meilleure définition de cette notion-là, c'est Victor Hugo qui l'a exprimée dans son fameux discours sur la loi Fallou en 1850, en disant « Je veux l'Église chez elle et l'État chez lui ». Et Victor Hugo est une très belle démonstration d'ailleurs que la laïcité n'a rien contre la foi religieuse, parce qu'il était lui-même animé d'une spiritualité très foisonnante. Peut-être qu'elle ne se recoupait pas totalement avec le dogme de l'Église catholique, mais enfin, peu importe, en tout cas, c'était quelqu'un qui était profondément habité par la foi. Voilà. Et donc, Victor Hugo dit « Je veux l'Église chez elle, l'État chez lui », c'est-à-dire chacun à sa place. L'État pour régler les affaires qui relèvent de la gestion de la société, des affaires publiques qui nous réunissent tous, et puis la foi, c'est autre chose. C'est du domaine spirituel, c'est tout à fait respectable. On a le droit de croire en Dieu, on a le droit de pratiquer son culte. D'ailleurs, la République est là, c'est inscrit dans la loi de 1905, est là pour garantir le libre exercice des cultes, et donc pour faire en sorte que les croyants ne soient pas empêchés dans leur façon, dans leur manière de croire, dans leur pratique religieuse, qu'ils ne soient pas entravés dans cette capacité-là, mais il y a une séparation entre les deux domaines et non pas une confusion comme ça existe dans un certain nombre de pays, évidemment de façon très aboutie dans ce qu'on appelle des théocraties, où la question de la foi religieuse, la question de Dieu fait corps avec le pouvoir politique. Évidemment, vous avez tous en tête, parce que l'actualité, malheureusement, malheureusement ou heureusement, nous le rappelle quotidiennement, l'Iran est une théocratie presque chimiquement pure. Et vous voyez à quel point les Iraniens, en masse, les Iraniennes en premier lieu, refusent ce régime théocratique qui les opprime, qui est un régime évidemment dictatorial, sanguinaire, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le savoir, et qui est caractérisé par l'intolérance et par le fanatisme. Il ne supporte pas qu'on puisse évidemment déroger aux règles qu'il a érigées. Donc, liberté absolue de conscience, égalité des droits, séparation entre le spirituel et le temporel, neutralité de l'État et de ses agents publics, c'est-à-dire que la puissance publique ne peut pas indiquer de préférence
et les représentants de l'autorité publique ne peuvent pas eux-mêmes s'exprimer en faveur de tel ou tel culte. Et donc, par exemple, lorsque des élus locaux sont amenés à installer des crèches de la nativité dans une mairie ou dans un conseil départemental ou dans un conseil régional, ils se mettent en contravention avec la loi de 1905 qui, dans un article extrêmement précis, a interdit cela. Ça a été indiqué à M. Ménard, le maire de Béziers, récemment. J'ai relevé que, je crois que c'était hier, le maire de Limoges avait, à la fin du conseil municipal, adressé aux membres du conseil municipal des vœux pour les fêtes et que la paix du Seigneur vous accompagne dans cette période de fête. Bon. Le maire de Limoges peut bien se référer pour ce qui le concerne à sa croyance propre, mais il n'a pas, en tant que dépositaire de l'autorité publique, en tant qu'incarnant l'intérêt général, il n'a pas à indiquer une préférence qui, de fait, indique qu'il y a peut-être des citoyens des administrés appartenant à sa commune, qui sont un peu moins concernés que d'autres par ces prescriptions religieuses, qui, encore une fois, sont respectables, mais à partir du moment où il les garde pour lui. Et là, il était dans sa fonction de maire, et donc il n'a pas à indiquer de préférence à ce propos. Voilà donc pour vous indiquer, pour vous donner une définition rapide, peut-être un peu schématique. La laïcité est un bouclier qui protège. Pour reprendre une théorie du glaive et du bouclier, la laïcité est une protection. Est une protection pour ceux qui ne croient pas et qui pourraient être menacés dans la possibilité qu'ils ont d'échapper à la foi imposée. Elle protège aussi les croyants qui voudraient échapper à une interprétation intégriste, par exemple, de la foi religieuse. On pourrait en trouver un certain nombre d'exemples, si vous voulez. On y reviendra dans le cadre de la discussion que nous aurons. Je vois l'heure tourner, donc je vais m'acheminer plutôt vers la deuxième partie de mon propos, pour vous dire que si aujourd'hui la question de la laïcité fait autant débat, c'est que nous avons assisté depuis une trentaine d'années, de façon plus intense depuis une vingtaine d'années, à un retour formidable de la question religieuse dans le débat public. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, sont nés au siècle dernier et donc qui ont vu défiler les décennies, vous aurez remarqué qu'entre les années 50, 60, 70, 80 encore, les questions de religion étaient quasiment absentes du débat public. C'était, quand vous regardiez les journaux, il fallait aller à la loupe pour trouver des références ou du traitement des questions religieuses dans les journaux. Dans les journaux évidemment télévisés ou radiophoniques, c'était la même chose. Depuis une trentaine d'années, c'est évidemment tout autre chose, parce que les questions religieuses ont envahi toutes les dimensions de la vie en commun. Dans la rue, dans les transports publics, dans les hôpitaux, dans les universités, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les entreprises, dans les transports, partout, les questions religieuses viennent se poser, partout, les revendications religieuses viennent se poser, et évidemment, c'est la raison pour laquelle la laïcité est interrogée comme elle ne l'avait pas été depuis très longtemps, même si en filigrane, parce qu'en France, depuis en tout cas le XIXe siècle, la question de l'instruction publique, de l'éducation, a été aussi très corrélée à la question religieuse. J'évoquais tout à l'heure les lois Ferry qui sont venues briser le monopole, ou le quasi-monopole qu'exerçait à l'époque l'Église catholique en matière d'instruction. Donc la question de
l'éducation, du système d'éducation est restée en filigrane parce qu'il y a eu des interprétations divergentes de la part du camp catholique, pour faire court, et de la puissance publique pendant un certain temps. La loi Debré en a été une illustration en 1959, lorsqu'elle a rétabli un certain nombre de privilèges pour l'enseignement confessionnel. Mais en dehors de cette dimension-là, la question de la laïcité ne se posait pas. Donc elle est revenue aujourd'hui de façon extrêmement percutante, percuter la vie en commun. Il n'y a plus un domaine de la vie sociale qui ne soit concerné aujourd'hui par la question des revendications religieuses. Et c'est évidemment extrêmement nouveau. Bien sûr, tout cela ne peut pas être dissocié d'un contexte qui est celui de la poussée formidable de l'islamisme. J'insiste sur l'islamisme et je ne fais pas d'amalgame, je ne fais pas de confusion avec l'islam. Et je vous parlais de l'Iran tout à l'heure, c'est à dessein parce qu'en effet, c'est à partir de la révolution des mollahs en 1979 que s'opère sur le plan géopolitique mondial une nouvelle donne religieuse issue de ce champ théologique, politico-religieux pour le coup, qui va produire ensuite un certain nombre d'effets dont la société française, dans lequel la société française se trouve évidemment embarquée. Et parfois, sur la question de l'islam, nous avons tendance, nous autres Français, d'ailleurs comme sur beaucoup de sujets, à ne voir les choses qu'à travers notre propre lorgnette de Français. Mais on ne peut pas comprendre la question de l'islamisme si on ne la replace pas dans un cadre géopolitique mondial. On ne comprend pas, c'est comme tout à l'heure j'insistais sur la dimension historique de la laïcité, on ne comprend pas la question de l'islamisme si on ne la replace pas dans un cadre géopolitique mondial. La France n'est qu'un pion au milieu d'un dispositif global, une offensive politico-religieuse mondiale qui s'est déclenchée en Iran et qui ensuite a gagné la sphère sunnite. On pourra là aussi y revenir. Pour vous donner un exemple de la manière dont, dans ces années 80, les questions se sont posées, l'actualité malheureusement nous l'a rappelé tragiquement il y a quelques semaines. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1989, Salman Rushdie faisait l'objet d'une fatwa parce qu'il avait publié un ouvrage intitulé « Les versets sataniques » dans lequel il évoquait l'islam et peut-être d'une manière irrévérencieuse. Et à l'époque, le régime iranien avait prononcé une fatwa contre lui et je me souviens des réactions que nous pouvions avoir en France. On se disait Rushdie est en Inde, ça se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, l'Iran c'est pareil, c'est à des milliers de kilomètres de chez nous, c'est scandaleux, c'est triste, c'est dommage, mais enfin, bon, c'est très loin de nous. Mais nous avons vu qu'en 30 ans, même en moins que ça, cette question-là, elle s'est posée au cœur de notre territoire. Et elle s'est posée tragiquement, puisqu'on pourrait revenir sur un certain nombre d'illustrations de la manière dont le fanatisme religieux a imposé ces normes depuis, puisque, vous le savez, entre la tuerie de Charlie Hebdo et l'assassinat de Samuel Paty, on peut trouver un certain nombre d'illustrations de la manière dont des prescripteurs fanatiques ne supportent pas qu'on vienne simplement évoquer la question religieuse pour avoir vis-à-vis d'elle une forme de critique, parfois de mauvais goût. Charlie Hebdo, on n'est pas obligé d'aimer l'humour de Charlie Hebdo, mais en tout cas, c'est la liberté, à partir du moment où il n'y a évidemment aucun appel à la violence, aucun appel à la haine, eh bien, c'est la liberté de chacun de pouvoir discuter, de pouvoir se moquer d'une idéologie, et les religions sont des idéologies. C'est comme, voilà, ce sont des idées qui font partie d'un corpus théorique, donc idéologique, et en République, on doit pouvoir critiquer, on doit pouvoir se distancier de l'ensemble des idéologies. Et on a la liberté de critiquer ces idéologies. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on critique
les idéologies religieuses, on peut risquer gros. Donc cette question se repose aujourd'hui avec beaucoup de force. Et je voudrais vous dire donc, pour aller à la conclusion de mon propos et nous laisser du temps pour échanger, que nous sommes d'une certaine manière revenus à une situation que nous connaissions avant 1791. 1791, c'est l'année où, dans le Code pénal, on expurge la notion de blasphème, je parle pour la France, on expurge la notion de blasphème du dispositif juridique. C'est tirant les leçons précisément des affaires que je vous ai évoquées tout à l'heure, et notamment de l'affaire du Chevalier de la Barre, que cette notion de blasphème est retirée du dispositif juridique français. Il sera rétabli sous la Restauration. Il y aura des aménagements divers pendant la monarchie de Juillet, ça sera à nouveau écarté pendant la Deuxième République, mais qui dure très peu de temps, ça sera rétabli sous le Second Empire, sous des formes un peu diverses, enfin un peu différentes, et puis ça sera cette notion de blasphème, de délit de blasphème, sera définitivement sortie de notre corpus juridique, en 1881, à l'occasion du vote de la loi sur la liberté de la presse. Sauf en Alsace et en Moselle, puisque le délit de blasphème existe, même si évidemment il n'était plus appliqué, mais il a existé jusqu'il y a encore 5 ou 6 ans, je crois, où il a été sorti des textes officiellement, même s'il était évidemment tombé en désuétude. Et d'une certaine manière, c'est là où la question, à mon avis, de la laïcité se pose avec beaucoup d'acuité, c'est que je considère que nous en sommes revenus à une période antérieure à 1791. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui critiquent la religion, des gens qui se moquent de la religion, des gens qui rient, des gens qui dessinent sur la religion, peuvent se trouver exposés à des risques quant à leur intégrité physique, voire à leur vie tout court. Et donc ça pose un vrai problème, parce que ce que nous pouvions considérer comme étant, encore une fois, très éloigné de nous, et sur un plan géographique et sur un plan historique, revient avec une force considérable. C'est évidemment très préoccupant, parce que ça nous fait accomplir un bond en arrière de plusieurs siècles, et si nous continuons à laisser les fanatiques religieux, parce qu'il s'agit de courants fanatiques, si nous continuons à laisser les courants fanatiques religieux imposer leurs dogmes, imposer leurs lois, imposer leurs normes, eh bien, ils vont continuer à dérouler leur logique. Et donc, ça sera tout le reste qui va venir avec. On voit de quelle manière ils réussissent, de façon plus ou moins insidieuse, à imposer des normes vestimentaires à un certain nombre de leurs coreligionnaires, mais ça transpire au-delà de la société. Eh bien, le risque, c'est que si nous continuons à les laisser faire, comme nous l'avons fait depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est tout le reste qui va, comme un château de cartes, toutes les conquêtes pour la liberté de conscience, pour l'égalité des droits, qui vont s'effondrer les unes après les autres. Donc il y a nécessité de faire preuve d'une grande vigilance et de protéger cette laïcité, parce qu'encore une fois, nous avons affaire en face de nous à des courants politiques, à des courants religieux qui, eux, sont des adversaires déclarés. Et alors, pour vraiment clore mon propos, je disais à la journaliste qui m'a interrogé avant-hier, dont l'entretien est paru dans l'Est éclair avant-hier, que ces menaces contre la laïcité, elles proviennent de multiples courants. Il y a une extrême droite qui aujourd'hui a opéré une forme de hold-up sur la laïcité, c'est une imposture totale. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer pourquoi. Il y a donc ces courants intégristes religieux, et on les retrouve tous alliés. Lorsqu'il y a besoin de condamner
de bousculer la laïcité, ils s'entendent toujours très bien entre eux, même si, une fois qu'ils ont terminé ce combat-là, ils peuvent éventuellement se concurrencer les uns les autres. Et puis, il y a une autre manière, plus insidieuse peut-être, de combattre la laïcité, c'est celle qu'ont emprunté un certain nombre de courants, pour la plupart issus de la gauche française, mais c'est le cas aussi en Europe, qui sont fascinés par le modèle multiculturaliste anglo-saxon. Lequel modèle multiculturaliste anglo-saxon peut avoir d'ailleurs il est respectable, mais c'est un modèle dans lequel le groupe passe avant l'individu. Et donc, selon que vous appartenez à telle ou telle culture, selon que vous êtes l'héritier de telle ou telle tradition, ce multiculturalisme, ce communautarisme, pour dire les choses plus simplement, a tendance à vous assigner à la culture dans laquelle vous baignez, vous avez baigné. Et donc, cette forme de dévoiement de la laïcité, il a aussi fait beaucoup pour entretenir une grande confusion sur cette notion depuis également une trentaine d'années. Donc, c'est par rapport à l'ensemble de ces contestations de la laïcité, ces dévoiements, ces interprétations fallacieuses qu'il faut être vigilant, parce que, en effet, nous avons là un bien précieux qui nous est sur lequel un certain nombre de personnes qui luttent pour la liberté de conscience se réfèrent. Je pense en particulier aujourd'hui aux femmes iraniennes, mais on pourrait trouver de multiples autres exemples. Si nous ne préservons pas ce bien précieux, eh bien, nous serons balayés et nous reviendrons définitivement, effectivement, à un ordre ancien dans lequel le culte, les cultes, nous imposeront leurs normes, leur façon de penser, leur façon de nous vêtir, leur façon de nous comporter en société. Et donc, ce sont des siècles de conquête pour la liberté qui seront ainsi balayés. Je vous remercie de votre grande attention. Merci Philippe. Avant de donner la parole à la salle, j'avais quand même une question à te poser. Tu excuseras ma naïveté. N'y a-t-il qu'une seule approche de la laïcité? J'ai entendu parler de laïcité ouverte, tolérante, etc. Je crois qu'il y en a 7 qui ont été décrites. Aurais-tu quelque chose à dire à ce sujet? Merci. Oui, alors celui qui a tenté de nous expliquer qu'il y avait 7 laïcités, c'est un sociologue qui s'appelle Jean Bobéro, qui est précisément l'un des grands théoriciens appartenant à ce courant multiculturaliste. C'est-à-dire qu'en effet, il est fasciné par le modèle anglo-saxon, et donc il essaye de nous expliquer que la laïcité de 1905, celle dont sur laquelle la France repose, sur le plan politico-juridique depuis plus d'un siècle maintenant, serait une lecture fermée, rigide de la laïcité, et lui, il en propose une autre lecture. C'est vrai qu'en 1905, il y a eu des débats au sein du camp républicain. Il y avait des différences d'approche entre Ferdinand Buisson, Aristide Briand, Clémenceau, Jaurès, ici présent. Tous n'avaient pas la même lecture de la laïcité. Jules Guesde, qui était opposé à la séparation, parce qu'il pensait que, à travers le Concordat, on pouvait maîtriser le culte, dans la mesure où on avait la possibilité de financer, de nommer les évêques, etc. Il y avait dans le camp républicain des gens qui étaient opposés à la séparation. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des débats à cette époque, mais ils ont été tranchés. Et donc, la laïcité française, il n'y en a qu'une. Après, encore une fois, il y a des manières de l'interpréter différemment, et je vous disais tout à l'heure que la France n'est pas la seule détentrice de la laïcité. Sachez par exemple que, aussi insolite que cela puisse paraître, la notion de laïcité figure dans la constitution du Bangladesh, dans la constitution de l'Uruguay, dans la constitution de la Turquie. Alors, sur la Turquie, je m'y arrête un instant, parce que depuis que Erdogan s'est imposé à la tête de ce pays maintenant et qu'il sévit depuis une vingtaine d'années, on peut penser que la laïcité est malmenée, j'en suis bien d'accord avec vous, mais avant qu'il n'arrive,
la laïcité était une notion, et je connais pas mal la Turquie et je connais beaucoup de Turcs, la laïcité était une notion revendiquée par la Turquie. Et pour la petite histoire, sachez que si nous avons introduit la notion de laïcité dans notre constitution en 1946, la Turquie l'a fait en 1924. Hein? Et donc c'est vous dire que, la laïcité n'est pas qu'une propriété franco-française, qu'elle peut être comprise, parfois on nous dit, c'est intraduisible laïcité, au-delà de nos frontières, personne ne comprend de quoi on parle. Les Turcs, on peut difficilement faire sur le plan spirituel notamment, enfin de la spiritualité religieuse, aussi différent que nous, puisque c'est un peuple c'est un pays qui aujourd'hui est composé de à peu près 99% de musulmans. Hein, à peu près 99% depuis que les orthodoxes sont partis ou repartis en Grèce, je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin, donc c'est un pays qui est à 99% musulmans, et donc la laïcité, eux, ils comprennent très bien ce que c'est. Hein. Donc quand on dit c'est intraduisible, écarter ce genre d'ineptie, c'est absolument faux. On trouve la laïcité dans un certain nombre de constitutions africaines. Bref, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une propriété franco-française. Donc, en ce qui concerne, pour répondre véritablement à ta question, en ce qui concerne cette idée-là selon laquelle il y aurait plusieurs laïcités, non. Si on vous présente plusieurs laïcités, c'est que on vous en présente des caricatures, on vous en présente des dévoiements et des interprétations fallacieuses. Voilà, si vous voulez, on peut creuser, mais non, il n'y a pas plusieurs laïcités. Y a-t-il des questions ? On va circuler un micro. Ceux qui auraient des questions. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que les hommes politiques de notre pays ne sont pas les premiers à créer la confusion quand un président de la République explique que l'instituteur ne remplacera jamais le curé? Oui. Oui, parfois, parmi nos responsables publics, il y en a eu un certain nombre, y compris au niveau le plus élevé de l'État, qui ont rendu de mauvais services à la laïcité. Et le président auquel il est fait allusion figure au sommet de ce podium, parce que, en effet, il a voulu nous expliquer que à travers plusieurs discours, notamment ceux de Latran, ceux de Riyad, que les croyants, les pratiquants, avaient une sorte de dimension supplémentaire, spirituelle, dont n'étaient pas dotés les agnostiques et les athées. Et que ça s'incarnait à travers précisément l'idée qu'il y ait un sacrifice réalisé par le curé, dont l'instituteur, pour reprendre des catégories chères à la Troisième République, la mairie contre l'Église, dans le village, bon bref, l'instituteur contre le curé, eh bien qu'il y avait une forme de supériorité accordée à ceux qui détenaient la foi. Ça s'inscrit dans une tradition qui revient en force malheureusement dans notre pays, selon laquelle les racines chrétiennes de notre pays, qui sont indiscutables, devraient à nouveau faire partie de notre corpus juridique. C'est ça le problème, c'est que vous avez un certain nombre de courants qui voudraient introduire, on a eu ces débats, y compris au niveau européen, c'était en 2000, et à l'époque, un certain nombre d'États, poussés par le Vatican, la Pologne était évidemment le fer de lance de cette opération, avaient voulu introduire la notion de racine chrétienne dans les textes européens. Et à l'époque, Jacques Chirac et Lionel Jospin, président et Premier ministre, s'y étaient opposés presque
pas tout à fait seuls contre tous, mais enfin, en tout cas, ils avaient opéré une résistance, parce que, bien sûr qu'il y a des racines chrétiennes dans notre pays, mais il y a aussi des racines gauloises, il y a aussi des racines qui nous viennent de l'Antiquité gréco-romaine, il y a aussi des racines qui nous viennent des Lumières, il y a aussi des racines qui nous viennent de tout un tas d'apports différents qu'on peut trouver dans plein de registres, et pas simplement religieux. Et donc l'idée qu'on devrait inscrire, qu'on doive inscrire des racines chrétiennes, ça donne une prééminence aux fidèles se référant au christianisme. Et donc ceux qui ne s'y réfèrent pas ou qui ne s'y référeraient pas seraient un peu moins légitimes que les autres. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Et ça réintroduirait l'idée que la France est un pays de tradition chrétienne, de préférence catholique, blanche, etc., etc. On peut décliner l'opération jusqu'à sa logique ultime. Donc oui, en effet, il y a un certain nombre de nos responsables publics qui ont maltraité la laïcité, qui continuent à le faire. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a ailleurs. Et donc, il est de notre devoir de citoyen d'être particulièrement vigilants. Parce que si nous n'opérons pas nous-mêmes de vigilance, eh bien, parfois, nous pouvons constater que certains de nos dirigeants peuvent sortir des clous. D'autres questions là-bas? Bonsoir monsieur, vous êtes l'ancien grand maître du canton de France et pourtant vous nous avez peu ou pas parlé de la franc-maçonnerie dans la gestation de la laïcité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Qu'est-ce que les francs-maçons ont fait pour promouvoir cette laïcité et qu'est-ce qu'ils font encore aujourd'hui pour défendre cette laïcité? Je vous remercie. Alors oui, les francs-maçons ont fait beaucoup. Ils continuent à faire parce qu'ils font partie des institutions qui demeurent mobilisées autour de cette belle idée, de cet idéal. Et ils ne sont pas les seuls, heureusement. Mais je me souviens d'une époque pas si lointaine où on entendait dire, mais aux francs-maçons qui répétaient combien il était important de défendre et de promouvoir la laïcité, des gens dire, mais enfin, ça suffit, c'est des vieilles lunes, c'est périmé, personne en France ne conteste la laïcité, personne ne conteste la République, etc., etc. Alors, quand on regarde autour de soi aujourd'hui, et le témoignage qui nous a été livré tout à l'heure de cet épisode funeste au Kremlin-Bicêtre l'illustre, lorsqu'on regarde autour de soi, on se rend compte que si la laïcité, elle est contestée par beaucoup de courants idéologiques, et que donc il y a nécessité de la défendre et de la promouvoir. Alors, les francs-maçons ont fait beaucoup pour accompagner l'idée de laïcité avant même qu'elle ne soit... avant même qu'elle n'existe sur un plan sémantique, puisque c'est un mot qui est apparu plutôt vers la fin du XIXe siècle. Ils ont fait beaucoup au XVIIIe siècle, précisément pour accompagner cette idée de tolérance religieuse, puisque dans les loges maçonniques du XVIIIe siècle cohabitaient harmonieusement des représentants des ministres du culte catholiques. Il y avait des curés, des moines, des abbés, quelques évêques, il y avait aussi un certain nombre de pasteurs protestants, et donc ils ont déjà montré comment, sur un plan institutionnel, on pouvait organiser le respect mutuel, la tolérance mutuelle. Les francs-maçons sont attachés à cette dimension complémentaire, pas simplement la tolérance, mais la tolérance mutuelle. Et donc ils ont indiqué un certain nombre de choses. Ils ont été très proactifs, dirions-nous aujourd'hui, dans la rédaction des cahiers de doléances, dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils étaient très présents aux États généraux, dans les trois ordres d'ailleurs, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Et donc, ils ont accompagné cette idée
selon laquelle il fallait accorder à ceux des sujets du royaume, puis ensuite les citoyens français qui ne se référaient pas au culte dominant, il fallait leur réserver voilà, une liberté de conscience. Et puis ils ont été encore plus actifs au XIXe siècle. Ils ont été très actifs au XIXe siècle, sous la Seconde République, sous le Second Empire, malgré les difficultés d'expression, et puis sous la Troisième République. Ils ont été parmi ceux qui ont préparé, ils n'étaient pas les seuls, heureusement d'ailleurs, mais ils ont été parmi ceux qui ont imaginé la séparation de l'Église et des Églises et de l'État. Donc ils ont joué un rôle extrêmement important, et ils ont été, probablement avec effectivement d'autres mouvements, dont les DDEN, dont un certain nombre d'autres. J'ai vu qu'il y avait une présence de l'Union des familles laïques aussi aujourd'hui, donc je sais aussi quel poids, quel rôle ils jouent. Ils continuent à être des défenseurs et des promoteurs de la laïcité, et c'est à la fois vrai pour l'institution, les institutions maçonniques, les obédiences maçonniques, mais c'est aussi vrai pour les francs-maçons eux-mêmes, les hommes et les femmes qui sont engagés en franc-maçonnerie et qui ont le devoir de propager l'idéal laïque autour d'eux. Ici d'abord. Allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ma question va peut-être suivre celle à laquelle vous venez de répondre. Vous savez que vous êtes dans une région concordataire, vous l'avez dit, je le redis, même si vous n'avez pas employé le mot région. En tout cas, on est à quelques kilomètres du département. Ils sont quand même unitaires dans la République, laïque. Alors, quand on connaît l'histoire, vous y avez allusion tout à l'heure, c'est pas la peine de revenir sur l'idée que, effectivement, dans l'histoire. Mais l'histoire s'arrête quand? À partir de quand on va cesser de dire que, oui, mais dans l'histoire? Donc, la question que je vous pose, monsieur, c'est votre association, le Mont-Orient, que fait-il pour que cette anormalité de la République cesse? Merci. Eh bien, déjà, il répète à échéance régulière son souhait que soit mis un terme à cette anomalie. Il le répète depuis, j'allais dire depuis que ça existe, depuis peut-être que la République a renoncé, c'était en 1924, au moment du rétablissement des relations diplomatiques en 1920. Mais à partir de 1924, il y a, la République renonce officiellement à abolir le Concordat. Le Grand Orient de France continue à demander cela. Il le fait à travers un certain nombre d'expressions qui sont les siennes. Je crois que dans le courrier qui a été, dans la lettre ouverte qui a été publiée la semaine dernière, donc le 9 décembre, par le Grand Orient de France, il y a à nouveau le rappel de cette exigence. Donc c'est une anomalie qui est injustifiable. Nous savons très bien que les défenseurs du Concordat utilisent la confusion qui règne entre le droit local social hérité de Bismarck et le Concordat hérité de Napoléon, ce qui n'a évidemment rien à voir, mais ils essayent de convaincre les Alsaciens mosellans que si le Concordat était abrogé, eh bien, ils y perdraient en termes de droits sociaux, ce qui est évidemment une imposture. Voilà où nous en sommes. Alors, il faudrait sortir, en tout cas, rien ne justifie qu'on puisse conserver cette anomalie aujourd'hui, rien ne le justifiait, donc par conséquent, il y a lieu de toujours le réclamer. J'ai vu qu'un sénateur, un groupe sénatorial d'ailleurs, avait déposé une proposition de loi en ce sens. Je crains qu'elle n'aboutisse pas, mais ça permet de reposer le débat régulièrement. Il y a des parlementaires qui le reposent. Je sais aussi que la plupart des responsables politiques alsaciens, mosellans, en tout cas alsaciens plutôt, y sont opposés. Mais pour autant, il y a là une anomalie qui est encore une fois injustifiable. Il n'y a pas de raison pour que 60 millions d'euros
de nos impôts à tous les Français, quelle que soit leur région, soit dévolue au paiement des salaires des curés, des rabbins et des pasteurs en Alsace et en Moselle. Enfin, moi, je ne paye pas des impôts pour que ces ministres du culte, aussi respectables soient-ils, soient rétribués sur mes deniers. La République, ce n'est pas ça. Monsieur. J'ai deux questions. J'en avais une, mais quand vous êtes revenu dessus, elle est revenue. Pouvez-vous m'expliquer en quoi l'épisode qui a été évoqué là, du 97 concerne la laïcité? Je n'ai pas entendu votre question honnêtement. Et ça, c'est la question qui est apparue, hein, mais la question que j'avais moi au début, c'était que pensez-vous de ceux et celles qui veulent remplacer le mot laïcité par le mot neutralité? Je veux votre avis, je n'ai pas d'avis moi là-dessus. J'en ai un, je peux le faire. La séquence du Kremlin Bicêtre ne nous renvoie pas uniquement, ne renvoie pas explicitement à la laïcité, elle nous renvoie à la manière dont nous considérons la façon de faire nation. La contestation de la laïcité est souvent le cache-sexe ou le dispositif avancé d'une contestation plus profonde des institutions républicaines. Et en l'occurrence, je pense que dans cette affaire-là, il y a, parce que l'offensive politico-religieuse à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui, précisément est politico-religieuse. C'est-à-dire que derrière une offensive religieuse, il y a aussi une offensive politique. Et les courants intégristes qui sont à la manœuvre, dont il ne faut pas sous-estimer le professionnalisme et les modes d'organisation extrêmement sophistiqués, ont pour but non pas simplement de se débarrasser de la laïcité, mais aussi de se débarrasser des principes républicains. La liberté absolue de conscience, la liberté de conscience, la liberté de se mouvoir, l'égalité des droits entre croyants et non-croyants, entre hommes et femmes, etc. etc. Et donc, il y a, dans le respect des règles républicaines, un corpus dans lequel la dimension patriotique rentre en ligne de compte, et s'affranchir du respect, même de l'écoute même de la Marseillaise, c'est s'inscrire dans une logique, pour reprendre une expression qui a été utilisée à la faveur d'une loi votée l'année dernière, c'est s'inscrire dans une logique séparatiste, c'est-à-dire sortir du cadre républicain. Donc ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que si on se réfère à ceux des grands promoteurs précisément de la loi de 1905, je pense à Ferdinand Buisson, qui était le président de la commission parlementaire, Briand étant le rapporteur. Buisson est un homme qui a joué un rôle éminent dans la construction de l'école publique dans les années 1880-1890, et il était député donc, en 1905. Il est président de la commission parlementaire en question, et Buisson disait « Le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains ». Donc, autour de cette notion de laïcité, il y a une sorte de corpus général qui nous emmène vers le respect de la règle commune. Nous sommes une république, et cette république, elle a un hymne, elle a un drapeau, elle a un certain nombre de règles, et si on s'en affranchit, on ne fait plus république. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que nous pouvons voir s'opérer ce genre de choses dans notre pays, ça n'existe pas ailleurs, y compris dans des pays extrêmement multiculturels, comme on dit. Hein. Je pense aux États-Unis d'Amérique, par exemple, où il n'y a pas cette réticence à se référer à un corpus commun et à s'imaginer et à s'inscrire dans une logique de communauté de destin. Hein, pas une communauté ethnique, hein, mais une communauté de destin. Et donc, si on refuse... Alors, pour le coup, la faute n'en revient pas aux élèves, mais aux proviseurs. Et là, ça pose un vrai problème.
ça pose un vrai problème parce que, alors, j'en viens à la neutralité. La neutralité, c'est, parmi les éléments que je vous ai donnés pour définir la laïcité, la neutralité est un élément parmi d'autres. C'est un élément important, neutralité de l'État, bien sûr, et de ses agents, mais il n'y a pas que ça. Et certains, notamment dans la lecture multiculturaliste à l'anglo-saxonne, voudraient réduire le rôle de la puissance publique à cette seule neutralité. Donc la laïcité, ce n'est pas seulement la neutralité. Si nous devions faire le bilan de ce que l'on vient de dire depuis tout à l'heure, sur les racines chrétiennes, qu'elles soient catholiques ou non, sur l'accord entre Chirac et Jospin, sur la fin de l'armée obligatoire, on a vu un glissement de nos valeurs patriotiques depuis, sur les valeurs de l'amour de la patrie, sur différents points, mais il y a un point important, parce qu'on en discute depuis tout à l'heure, la laïcité, sur le catholicisme, sur les chrétiens, sur la communauté juive. On a bien vu que ça ne posait aucune problématique. On se tortille en parlant surtout de la charia, où on est surtout la laïcité, sachant que dans une partie de nos départements, dans une partie de nos régions, la charia peut, sur le point de vue judiciaire, être un peu borderline, et je trouve de plus en plus, sur ces questions de laïcité et de religion. Alors, jusqu'à plus ample informé, mais peut-être que des éléments m'échappent, il n'y a pas de... La charia n'est pas appliquée en France. Elle est appliquée dans des pays anglo-saxons. Par exemple, alors évidemment, pas dans des dimensions considérables, mais par exemple, en Angleterre ou au Canada, vous avez dans certaines localités deux types de tribunaux qui jugent des affaires en première instance, des affaires civiles et notamment familiales, en parallèle avec la justice classique. Ce sont des tribunaux de la charia ou des tribunaux rabbiniques. Ça existe, alors évidemment, encore une fois, à une échelle plutôt anecdotique, mais ça existe. En Angleterre et au Canada, c'est toléré précisément parce que ces modèles anglo-saxons multiculturalistes ont organisé et organisent la société autour de communautés et délèguent un certain nombre de droits à ces communautés, y compris le soin de gérer elles-mêmes des litiges qui peuvent précisément être pris en charge par ces tribunaux qui existent, encore une fois, pour le culte juif comme pour le culte musulman. En France, je n'ai jamais vu trace de tels tribunaux, puisque la charia, c'est du droit, et donc ça nécessite une application. Alors, bien sûr, il y a des cas sur lesquels on pourrait se pencher à Mayotte, etc. Bon, enfin, en tout cas, pour ce qui concerne le territoire métropolitain, ça ne s'applique pas. Après, qu'il y ait certains territoires dans lesquels des entrepreneurs religieux veulent imposer les normes intégristes à la population locale, ça, bien sûr, ça existe. Mais ce n'est pas juridiquement fondé, ce n'est pas juridiquement inscrit comme ça peut l'être dans des pays anglo-saxons. Pour le moment, et j'espère que ça va continuer à durer, c'est la loi de la République qui s'applique, en droit. Après, je ne méconnais pas le fait qu'il y a des pressions religieuses qui s'exercent. Hein, et de la même manière que... C'est là où, si vous voulez, la laïcité, elle protège aussi les fidèles de religions qui voudraient échapper à une lecture intégriste
de cette religion. De la même manière qu'il pouvait y avoir dans un certain nombre de villages de notre République au XIXe siècle des gens qui étaient mal vus parce qu'ils n'allaient pas à la messe. Ça existait, celui qui n'allait pas à la messe, il était, et l'instituteur en premier d'ailleurs, hein, il était considéré comme un peu en marge. Aujourd'hui, de la même manière, il y a un certain nombre de quartiers de nos villes, parfois dans des petites villes d'ailleurs, où il est mal vu de ne pas se soumettre à la norme religieuse dominante. Ça existe. La laïcité, elle est faite pour protéger ceux qui veulent échapper à cette volonté d'imposer cette norme. Après, voilà, il y a la loi et il y a la pratique. Monsieur. Ça marche. Justement, j'ai ma question, vous voulez porter sur l'aspect juridique. On a vu que la loi 1905, qui est un outil en fait pour la laïcité, mais qui est accompagné d'un certain nombre de lois, a permis d'assez bien séparer la religion dominante de l'époque de l'État. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le fait religieux musulman, intégriste, donc l'islamisme, a fait face à des lois qui ne sont pas assez puissantes, ou est-ce qu'on manque de courage? Je vais prendre un exemple qui est par exemple celui de l'abattage rituel. On est ici dans la patrie de Rachid, j'ai assisté à des conférences sur l'abattage rituel juif, dont on dit souvent qu'il n'y a pas d'issue possible. Alors en fait, c'est pas vrai. Il en est même dans les pays musulmans, où beaucoup de pays pratiquent l'étourdissement musulman, je parle l'étourdissement avant l'abattage. Qu'est-ce qu'on attend en France, par exemple, pour interdire l'abattage sans étourdissement? C'est un symbole, mais comment dire, les pensées progressent avec les symboles. Oui, je crois qu'il y a une faiblesse de la puissance publique vis-à-vis des revendications religieuses, et c'est une illustration parmi d'autres. C'est à dessein tout à l'heure que je vous disais que dans les années 1880 puis après 1905, la puissance publique avait fermé de façon un peu brutale, dirons-nous, des milliers de congrégations. Elle refusait de se plier aux lois de la République, et bien, terminé, c'était fermé. C'était fermé. Aujourd'hui, quand la puissance publique veut, par exemple, fermer une école hors contrat qui sort des clous, qui pratique un intégrisme religieux, d'ailleurs qu'il soit musulman ou catholique, vous avez des plaintes éplorées, des associations qui viennent en renfort pour dire combien il y a une intolérance qui règne, etc. etc. Je pense qu'on s'embarrassait moins Enfin, la République n'avait pas peur de s'affirmer. Et aujourd'hui, et l'illustration a été donnée, encore une fois, je reviens à cette affaire du Kremlin-Bicêtre, on a l'impression que la République s'excuse de s'excuser, quoi. Hein, d'incarner cet idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, que ça serait quelque chose qui relèverait de la faute de parcours historique peut-être de la France, qui serait isolée. Hein. On voit de quelle manière d'ailleurs les États-Unis d'Amérique, dans un certain nombre d'enceintes, attaquent la France de façon régulière. Il n'y a pas que les théocraties. Hein. Donc il y a une forme d'autoflagellation qui est pratiquée dans notre pays au regard de ce que nous incarnons, qui nous pousse souvent à considérer que la République c'est mal, que c'est pas bien, que c'est trop ceci, c'est trop cela. Moi je crois que pour avoir vu un certain nombre d'épisodes se dérouler dans notre histoire récente à travers les continents, je pense à
à la place Tiananmen en 1989 en Chine. Le régime était déjà assez comparable à ce qu'il est aujourd'hui. Je pense à la place Tahrir en 2011 au Caire. Je pense à ceux qui luttaient contre la dictature de Pinochet au Chili. Je pense à plein d'autres. Ils se réfèrent au principe de 1789. Et pour eux, j'ai souvent en mémoire cet exemple de ces Chiliens dont beaucoup avaient été emprisonnés, massacrés par le régime de Pinochet, qui n'avaient aucun lien particulier avec la France, et quand ils se retrouvaient sous la dictature de Pinochet, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils chantaient la Marseillaise. C'est dire si ce qu'a incarné ce chant patriotique, mais qui s'adressait à l'humanité tout entière, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a comme potentiel émancipateur, pour en revenir au titre de la conférence. Cette idée d'émancipation, elle fait corps avec ce que notre République incarne. Elle l'a évidemment parfois piétiné, cet idéal. Hein, elle n'a pas toujours été exemplaire, la République. Mais en tout cas, dans son idée, dans son idéal, elle incarne l'émancipation. Et donc, je crois qu'il faudrait probablement qu'il y ait davantage de courage de la part des représentants de la puissance publique. Je vais simplement vous lire une petite citation de la philosophe Catherine Kinsler, qui est probablement l'une des meilleures théoriciennes de la laïcité, dont je vous recommande les ouvrages. Catherine Kinsler dit la chose suivante. Évidemment, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Et ça va venir. Voilà bien. Le problème de la République française, ce n'est pas qu'elle est désarmée, c'est que les politiques ne se saisissent pas des armes et qu'ils manquent de volonté parce que trop souvent ils s'inclinent devant les demandes communautaristes. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Il y a un certain nombre de représentants de la République, y compris au niveau local, et je crois que la municipalité qui nous accueille aujourd'hui en est probablement une belle démonstration. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes représentant notre République qui font le nécessaire, mais les vents dominants ne sont pas dans ce sens-là. Permets-moi une question. Tu as intitulé ton ouvrage « Combat maçonnique ». Alors, la maçonnerie serait donc un sport de combat. Et deuxième question, en quoi un tel ouvrage pourrait intéresser un non-maçon ? Alors, combat maçonnique pour deux raisons. Parce que dans la démarche maçonnique, il y a deux dimensions. Une dimension intime, intérieure, individuelle. On ne s'engage pas en franc-maçonnerie comme on s'engage dans une association, dans un parti politique ou dans un syndicat. Encore une fois, c'est une démarche initiatique, mais je ne vais pas développer ici plus avant. Et pour accomplir cette démarche, il est nécessaire de penser contre soi-même. Il est nécessaire de lutter contre ses préjugés. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cette notion de combat. Il faut se combattre soi-même contre le propre confort de sa pensée, contre les idées reçues qu'on a tendance à trouver agréables. Et donc, il y a ce combat à mener contre soi-même pour se perfectionner sans cesse, etc. Et puis, il y a une autre dimension qui est celle du temple extérieur, pour reprendre des catégories qui sont chères aux francs-maçons, qui consiste à tenter d'améliorer le temple de l'humanité. Et pour améliorer le temple de l'humanité, il y a la nécessité de mener, en effet, une bataille face à des forces qui nous sont opposées, et qui, elles, n'ont pas de scrupules pour s'affirmer. Et donc, s'il n'y a pas ce rapport de force, c'est la même chose d'ailleurs que pour la laïcité, je vous ai expliqué qu'elle s'était établie grâce à un rapport de force mené face au culte dominant.
c'est vrai aussi pour le combat républicain. Nous avons face à nous des gens, des hommes, des courants, des hommes, des femmes, des courants idéologiques qui sont opposés à la République. Et ils sont extrêmement déterminés. On les trouve dans le domaine politique comme dans le domaine religieux. Et donc si nous ne menons pas un combat pour maintenir et pour promouvoir et pour étendre les principes républicains, ils finiront par s'imposer. Et en France, on est bien placé pour savoir que la République, elle est fragile, parce qu'elle s'est effondrée déjà 4 fois. Donc la première, je ne reviens pas sur Napoléon, la deuxième, c'était son neveu, la troisième, c'était Pétain, et la quatrième, c'était dans le contexte de la guerre d'Algérie. Ça s'effondre vite. Et donc s'il n'y a pas des citoyens, au-delà de la puissance publique, des représentants de la puissance publique, s'il n'y a pas des citoyens qui sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs pour faire vivre cette République, pour faire vivre cet idéal, eh bien la République, elle s'avère fragile. Et donc, il y a en effet un combat à mener, un combat pas au sens de prendre les armes, mais un combat culturel à mener sans cesse. Il y a une bataille culturelle à mener, c'est-à-dire que nous avons face à nous des gens qui tiennent des discours, eh bien il faut leur tenir des contre-discours. Voilà quel est le devoir des républicains. Et lorsque Ferdinand Buisson disait « le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains », c'est faire des gens, des hommes et des femmes, des citoyens qui sont conscients de leurs droits et devoirs et qui veulent que la République non seulement perdure, mais qu'elle s'incarne, que cet idéal ne soit pas simplement une incantation, ne soit pas simplement une proclamation sur les murs de nos bâtiments officiels, mais qu'elle s'incarne pratiquement. Que ces idéaux puissent trouver une forme de traduction dans la vie réelle. Il y avait une question là-bas. Bonsoir. Et madame La laïcité est un outil. Vous la remettez dans son contexte et vous nous parlez d'un retour en arrière. Comment imaginer son émancipation sans la galvauder, cette laïcité? Sans laquelle? Sans la galvauder. Ah. Comment imaginer son émancipation? Qui est en petit truc d'état. La laïcité, elle est le cadre qui nous permet de nous inscrire dans une émancipation. Parce qu'elle est une garantie juridique en France qui permet encore une fois à chacun, quelle que soit sa culture, quel que soit l'environnement dans lequel il a baigné, quel que soit son parcours, de pouvoir bénéficier d'une liberté absolue de conscience. Et donc, elle est la possibilité de l'émancipation. Mais vous savez, l'émancipation, il faut aussi vouloir la réaliser. Hein, on sait depuis la Boétie qu'il existe la servitude volontaire. Hein. Il y a des gens qui sont heureux d'être soumis. Il y a de l'autre côté une autre manière de voir les choses, c'est ce que le philosophe Emmanuel Kant décrivait quand il répondait à la question qu'il s'était lui-même posée, qu'est-ce que les Lumières? C'est pour l'homme sortir de l'état de minorité, devenir majeur, c'est-à-dire acquérir les propres outils de sa connaissance qui lui permettront d'acquérir l'autonomie et donc de s'affranchir de toute tutelle, qu'elle soit individuelle ou collective. Voilà ce que c'est l'émancipation. C'est pouvoir découvrir d'autres horizons que ceux qui nous ont été livrés, donnés par les hasards de l'histoire, des héritages, etc., etc. Il faut le vouloir. Ça demande un effort, ça demande un travail. La franc-maçonnerie est là, parmi d'autres. C'est une méthode qui nous permet d'accompagner cette émancipation. Elle n'est pas là pour nous encadrer, elle n'est pas là pour nous asservir précisément. Elle est là pour nous aider à nous émanciper. Et donc, la laïcité est pour le registre de la société cette incarnation d'un cadre qui nous permet l'émancipation. Mais encore une fois, ça demande aussi un effort. Il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer dans l'émancipation. Oui, bien sûr, bien sûr. Je propose encore deux questions, une là-bas. Vous vouliez la parole? Là-bas. 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 Il y a une question là-bas. Non. Qui a la parole? Là, il y a une question là. La personne qui a le micro, veuillez vous lever. Et
parler de... Attendez, Jean, il y a une personne qui a demandé la parole, mais qui a le micro. Je vois pas qui a le micro. Moi non. Levez-vous si. Non, c'est pas possible. Posez la question. Ah, c'est vous? Oui. Oui, je vais revenir en arrière et vous dire que Jean Jaurès a été un grand inséminateur de la laïcité et contrairement à son collègue Jules Guesde, il pensait que la laïcité permettrait de développer la démocratie et développer une république sociale. Or, il apparaît que, par exemple, dans la question du féminisme, il a fallu attendre 40 ans après la loi laïque pour que les femmes, grâce au CNR, grâce au combat des résistants, puissent voter. Et puis, moi j'applaudis bien sûr à la liberté de conscience qui a été acquise, mais cette liberté de conscience, aujourd'hui, un grand manière de la presse qui peut s'acheter une télévision, une chaîne télévisée, il a quand même plus droit que moi ou que le moindre citoyen pour s'exprimer. Il a donc une plus grande liberté de conscience que moi. Voilà la question. Je ne sais pas s'il a une plus grande liberté de conscience, si c'est celui auquel nous pensons tous les deux. Je crois que sa conscience le limite dans un cadre un peu étroit, pour ne pas dire étriqué. Bien sûr, il y a toujours eu, quels que soient les régimes, des puissances financières qui ont donné à ceux qui étaient à leur tête, qui sont à leur tête, des moyens d'expression supplémentaires par rapport aux citoyens lambda. Mais nous ne sommes pas démunis pour autant. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se résigner, parce qu'il y a bien sûr ces moyens de communication extraordinaires, les médias, mais quand on regarde l'évolution de la société, on se rend compte tout de même que cette aliénation dont les médias sont parfois accusés, elle ne marche que partiellement. Je vais vous donner un exemple. Je vais rentrer sur le registre politique, mais pas pour faire de la politique politicienne, mais souvenez-vous qu'en 1994, tous les médias nous annonçaient, tous les médias, qu'ils soient écrits, quasiment tous les médias écrits et tous les médias audiovisuels, nous annonçaient, et la plupart d'ailleurs pour s'en féliciter, y compris de gauche d'ailleurs, que Édouard Balladur serait le prochain président de la République. Il avait toutes les faveurs. Il était loué comme celui qui allait s'imposer parce que c'était l'évidence. On voit le sort qui lui a été réservé par les urnes. Autre exemple, les deux, alors là aussi je ne vais pas rentrer sur le fond des sujets, mais les deux référendums, le premier sur le traité de Maastricht et le deuxième sur le traité constitutionnel européen, 1992 et 2005, tous les médias étaient favorables à l'adoption de ces textes. On voit le résultat qui s'est produit. Donc, il ne faut pas surestimer l'impact que peuvent avoir les médias sur les consciences et faire confiance précisément aux consciences individuelles, à la capacité des gens de réfléchir par eux-mêmes au-delà des injonctions qu'on peut leur faire par tel ou tel canal médiatique. Bonsoir, monsieur. Il y a à peu près 20 ans, les réseaux sociaux sont apparus et ont permis et permettent toujours à des centaines de millions de personnes d'interagir. Et depuis une dizaine d'années, on constate que différents influenceurs, influenceuses, religieux et religieuses pullulent sur ces réseaux sociaux, notamment en France, pour toutes les religions, parce que je ne voudrais pas qu'on parle uniquement de l'islamisme, mais également un autre danger qui guette, c'est les évangélistes qui viennent tout droit des États-Unis,
Il ne faut pas oublier qu'il y a un temple évangéliste qui ouvre chaque semaine en France, il faut quand même le rappeler, et ça concerne beaucoup de gens. Donc on a tous ces influenceurs et ces influenceuses qui pullulent. Certains parmi eux sont des extrémistes, des ennemis de la laïcité. Alors ma question elle est simple. Ne trouvez-vous pas étrange, voire inquiétant, que nous n'ayons pas encore un influenceur ou plusieurs influenceuses défendant les valeurs républicaines et la laïcité? Eh bien, monsieur, je vous encourage. Ma maîtrise des nouveaux outils de communication étant un peu trop lacunaire, je pense que oui, c'est nécessaire d'aller aussi sur ce terrain-là, et je vous rejoins, les courants évangéliques devraient attirer davantage notre vigilance, parce que, en effet, ils se répandent de façon considérable. Vous avez raison de souligner l'apparition de nouveaux lieux de culte. Depuis une vingtaine d'années, ils ont fait des progrès considérables. Et ils ne sont pas moins fanatiques dans leur manière de lire la façon dont la société doit s'organiser. Ils sont issus de courants protestants intégristes, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, et donc ils devraient effectivement mobiliser la puissance publique, comme les sectes d'ailleurs, qui ont trouvé une nouvelle vigueur à la faveur de la crise sanitaire, du développement du complotisme, etc., etc. Il y a un regain qui doit appeler notre vigilance, en effet, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est la raison pour laquelle il y a nécessité de trouver pour la laïcité des défenseurs et des promoteurs, bien au-delà des rangs des associations traditionnelles, des obédiences maçonniques. Je pense que chaque citoyen est concerné. Chaque citoyen qui est conscient de ce bien précieux qu'est la laïcité doit se mobiliser à titre individuel ou sur un plan collectif. Mais c'est notre devoir à tous. Merci beaucoup pour votre exposé et les réponses aux questions données. En fait, moi, ce n'est pas tout à fait une question, c'est une explication. Que signifie ce qui est écrit, parce que la première fois que je vois ça à l'entrée d'une mairie, c'est liberté, égalité, fraternité ou la mort. Donc, vous avez l'air d'avoir des connaissances historiques extrêmes. J'ai ramené mon neveu pour visiter Troyes, c'est ce qu'il a vu. Il me dit alors, tu as l'explication ou pas? Merci. Eh bien, oui, tout ça nous renvoie à la période révolutionnaire, à une époque où, en effet, il y avait l'idée que la rupture avec l'ordre ancien, qui était caractérisée par l'inégalité en droit, vous apparteniez à un ordre, clergé, noblesse ou tiers état, vous n'aviez pas de droit équivalent, et la citoyenneté, telle que définie par la Déclaration des droits de l'homme, et plus encore avec la création de la République le 22 septembre 1792, puis l'apparition, alors la devise républicaine en tant que telle, elle n'a été adoptée qu'en 1848, pardon, mais il y a des ébauches de devises, de cette devise liberté, égalité, fraternité. Il y en a plusieurs variantes à l'époque de la Révolution française, et l'idée qu'il y a liberté, égalité quasiment toujours, et il y a l'idée que nous sommes tous frères, que nous devons être tous frères, qu'il y a une forme de devoir, et que si nous ne sommes pas capables d'appliquer ces exigences de liberté, d'égalité, de fraternité, il vaut mieux mourir. Il y a une forme d'idée de sacrifice. C'est voilà, bon, la révolution après produira des choses sur lesquelles on pourrait discuter longuement, mais
voilà, cette idée qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique, un idéal très pur, hein, peut-être trop, et donc si on n'est pas capable de le faire, vaut mieux mourir, vaut mieux mourir debout que de vivre couché. Madame Royer, voulez-vous terminer cet exposé? En fait, je voulais compléter quelque chose sur lequel vous avez abordé tout à l'heure, sur le manque de courage. Et en fait, je voulais donc dire aussi, c'est vrai, depuis au moins 2 décennies, c'est au nom de la paix sociale, donc pour la paix sociale, on ne fait pas ça, c'est pas de vague, on observe. Et vous, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Nous sommes ici bon nombre d'associations, on essaye de faire des choses pour que ça se passe bien, mais on n'a pas les clés, nous. Simple citoyen, on n'a pas les clés. Donc qu'est-ce que vous préconisez en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'immédiat pour éviter cette dérive? Ben, il faut retrouver le courage. Parce que il y a en effet l'idée que, vous avez raison de convoquer cette notion-là, l'idée que les choses vont se régler par elles-mêmes, qu'en mettant la poussière sous le tapis, on va éviter, voilà. Mais on est bien placé pour savoir, surtout en France. Nous sommes dans un pays où, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait toujours une forte conflictualité dans les questions qui caractérisaient les rapports entre la religion et la société. C'est vrai aussi dans le domaine politique, c'est-à-dire qu'en France, rien ne se résout jamais pacifiquement. Nous ne sommes pas des Anglais, nous ne sommes pas des... Enfin, voilà, nous sommes plutôt des Latins. Bon. Et donc... quand les situations se décomposent, en général, elles vont jusqu'au bout de leur logique de décomposition et ça ne produit pas toujours de bonnes choses. Donc, je pense que c'est une mauvaise option que nous avons retenue collectivement de nous dire qu'en mettant la poussière sous le tapis, les choses allaient se résoudre d'elles-mêmes. Non. Il y a nécessité de retrouver une vigueur, de retrouver une manière de faire vivre les idéaux républicains de façon plus nette. Encore une fois, je pense que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que la République ne s'est pas suffisamment affirmée et qu'elle a laissé le champ libre. Elle a laissé le champ libre à d'autres, la nature ayant horreur du vide, elle a laissé le champ libre à d'autres entrepreneurs, à des entrepreneurs identitaires, à des entrepreneurs religieux, à des gens qui promeuvent le communautarisme. Et donc la République a reculé et sur le plan symbolique et parfois aussi sur un plan plus tangible. Hein. Le recul des services publics, ce n'est pas tout à fait un fantasme, c'est une réalité. Hein. La manière dont les services publics reculent dans notre pays depuis une quarantaine d'années, ce n'est pas tout à fait quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Donc il faut retrouver, encore une fois, une forme d'ardeur républicaine, une présence, une fierté, sans verser dans l'excès, hein, que certains, dans lesquels certains se complaisent. Hein. Il ne faudrait pas qu'on ait des retours de bâton de ce point de vue, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des tentations autoritaires aussi, pour compenser cette faiblesse. Mais voilà, je pense qu'il faut, c'est pas Yaka Faucon, c'est que nous avons tous un devoir. Alors, s'engager dans des collectifs associatifs, s'engager partout où on peut l'être, parce que dans la notion de citoyenneté, il y a l'idée que nous ne sommes pas simplement des individus, nous appartenons à une communauté de destin, communauté nationale, communauté de destin. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Et ce bateau, c'est la République française.
Et si nous voulons la faire vivre, nous avons des droits et des devoirs. Et parmi les devoirs, il y a celui d'être des citoyens actifs, en effet. Et donc, chacun selon nos moyens, nos possibilités, le temps qu'on peut y consacrer, l'énergie, etc., etc. Tout le monde n'a pas un temps infini ni des possibilités infinies. Et donc, chacun, là où il est, à sa mesure, peut agir par la parole, peut agir dans l'éducation qu'il délivre à ses enfants ou à ses petits-enfants ou à ses neveux et nièces. Et la manière de faire aimer la République, ce n'est pas simplement une incantation réservée à la puissance publique et aux grandes associations. C'est aussi chacun qui peut dire encore une fois, à ses enfants, à ses petits-enfants, tous les bienfaits que la République nous a apportés lorsqu'on sait ce qu'ont été les régimes impériaux, monarchiques, qui ont précédé les républiques. Et quand on sait aussi ce que peuvent être à contrario des régimes anti-républicains. Il n'y a pas de remède miracle, hein, sinon je le vendrais très cher. Merci Philippe. Mesdames, Messieurs, je vous remercie également au nom du Grand Orient de France. Je vous invite à regarder l'exposition qui est là, elle est très intéressante et je vous donne rendez-vous le 31 mars puisque nous recevrons dans ces locaux le grand maître du Grand Orient de France, Georges Sérignac. Merci encore.